Bonjour et bienvenue dans Mon Stade à moi, le podcast Est républicain, républicain lorrain et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Une vie d'athlète chamboulée, c'est ce qu'a vécu le lanceur de marteau mosellan Quentin Bigot. À Fabien-sur-Monne, il explique pourquoi et comment tout a changé. C'était le 1er décembre 2020. Ouais, c'est une date importante parce que mon fils Tobias est venu au monde, le même jour que moi d'ailleurs, 1er décembre, donc c'était un moment très très fort. Je pense que ça, tous ceux qui sont passés par là, qui sont devenus papa ou maman, savent combien c'est un moment inoubliable et incroyable. Si on rattache ça à ma vie de sportif, effectivement, ça a complexifié un petit peu la chose quand même, parce que un athlète, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui part beaucoup en stage, qui s'entraîne beaucoup. Et là, tout d'un coup, on n'est plus la seule personne à gérer ou à se gérer. Il faut gérer aussi un enfant qui est là et qui a besoin de nous. Donc effectivement, en termes d'organisation, ça demande une réorganisation en fait. Il faut une conjointe compréhensive, Oui, il faut oui. revoir l'organisation familiale de fond en comble. Ouais, clairement. C'est pas sans difficulté autant pour moi que pour mes proches. Quand à l'époque on a décidé d'avoir un enfant, les Jeux Olympiques étaient maintenus en 2020. Donc c'était avant le Covid. Et donc nous, on a appris qu'on allait être parents au tout début du Covid. Il n'y avait même pas de confinement encore. Et moi, j'étais assez serein parce que je préparais les Jeux. Et puis je me suis dit, ma compagne sera enceinte pendant que je préparais les Jeux. Donc ça va être compliqué pour elle, effectivement. Mais globalement, ça sera plus facile de préparer les Jeux avec une compagne enceinte qu'avec une compagne qui sort d'une grossesse et en plus avec un enfant. Puis malheureusement, le Covid est arrivé, tout a été reporté, mais la grossesse, on n'a pas pu la reporter, elle. Donc on savait ensuite que les Jeux étaient reportés en 2021. Et puis moi, quelque part, le Covid, la période Covid et le confinement m'ont permis de préparer aussi l'arrivée du bébé, me préparer autant psychologiquement que penser à comment je vais pouvoir m'organiser sur l'année 2021. Donc finalement, ça a été aussi un temps qui a été bénéfique pour moi. Et une fatigue supplémentaire, je suppose, des nuits écourtées. Quand il est arrivé, oui, forcément. Forcément, il a fallu s'adapter à ça et je pense qu'il n'y a pas de remède magique. On peut pas le préparer vraiment très concrètement. On peut imaginer. J'ai lu un livre là-dessus sur la vie de papa pour savoir comment on pouvait articuler une vie professionnelle et une vie familiale. Mais je pense que tant qu'on s'est pas fait notre propre idée, notre propre expérience, c'est quand même compliqué de se dire, on va s'organiser comme ça. Encore aujourd'hui, au fur et à mesure qu'il grandit, je suis obligé de m'organiser différemment. Mais ça fait partie de la vie, des choses qui se passent dans la vie et qui sont normales et qui sont belles à voir. Alors après, je pense que je suis passé par des moments bien plus compliqués pour préparer une compétition qu'être papa, je pense. Donc ça a amené plus de sérénité, de confiance même, ou est-ce que tu te sens plus serein dans ta vie d'athlète aussi ? Je me sens plus posé. Ouais, je me sens plus posé parce que ma femme, elle rigole. Souvent, elle me dit, ta descendance est assurée, tu peux y aller. Donc, elle dit ça en rigolant, mais quelque part, il y a un fond de vérité parce que je suis content d'avoir fondé cette famille. Jusque-là, quand on est sportif, on vit un peu, on marche sur des roses un peu parce que une année on peut être très bon et puis pouvoir vivre du sport et puis l'année d'après on est moins bon et puis ça devient compliqué. Là depuis 2-3 ans quand même, j'ai une situation professionnelle qui est très stable avec mon métier. Ma vie de sportif qui est stable aussi avec des résultats en grand championnat qui sont à chaque fois stables, qui sont pas tous les ans des médailles, mais ça c'est normal. Quel athlète fait tous les ans des médailles aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde? Mais par contre, je me situe toujours dans le top mondial. Et puis de l'autre côté, ma famille, ma compagne avec qui je suis depuis quelques années, et puis maintenant Tobias qui est venu agrandir ce cercle familial. Donc ça pose les choses d'une vie. Je vais avoir 30 ans l'année prochaine. Et je pense que pour ma carrière d'athlète, toute cette sérénité est importante. Quand on est jeune, on peut vivre un peu sur de la folie
sur de l'insouciance, mais quand on commence un peu à vieillir, on se rend compte que c'est bien de poser les choses et d'être plus terre à terre. D'avoir quelque chose de sécurisant. Exactement, ouais, c'est quelque chose de sécurisant. Je me souviens de comment j'étais il y a 10 ans en arrière. Et ben, il y a 10 ans en arrière, la compète, on la réussit pas, c'est pas grave. Quelque part, on a aucune accroche, c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, quand même, le fait, si j'avais pas une vie aussi sécurisante, ça serait quand même plus compliqué d'être serein dans mon sport, de pouvoir prendre des risques tous les jours à l'entraînement. Je pense que si j'étais pas aussi sécurisé sur le plan familial, personnel et professionnel, je pourrais peut-être pas être aussi performant. Tu le disais tout à l'heure, l'une des difficultés, c'est que tu voyages beaucoup en tant qu'athlète. Comment ça s'est passé justement à Tokyo, la première grande séparation avec ton épouse et Tobias? C'était pas trop difficile à gérer? C'est pas simple, mais on avait préparé un peu les choses avant. C'est-à-dire que déjà en janvier 2021, je suis parti en stage à Tenerife pendant 12 jours. Donc c'était la première séparation, je venais juste d'avoir un mois. Donc c'était pas simple autant pour moi qui avait l'impression d'abandonner un peu mon fils, et puis de l'autre côté pour ma compagne qui sortait d'une grossesse, d'un accouchement, et qui devait s'occuper seule d'un bébé. C'est pour ça que voilà, ma compagne, moi je lui dois beaucoup, hein, je lui dois ma réussite aux Jeux Olympiques clairement, parce que si vraiment elle avait voulu être juste et me dire c'est 50-50 et tu fais ta part du boulot, je pense que jamais j'aurais fait les performances que j'ai fait en 2021. J'aurais pas battu mon corps, c'est pas possible. On a eu de la chance qu'ils dorment assez vite les nuits là-dessus, ok, mais il y a quand même des réveils qui sont tôt. Moi, je finis des fois l'entraînement tard, donc j'ai besoin quand même d'un certain nombre de sommeil. Le sommeil, c'est la récupération, et si on récupère pas, ça va une nuit. Mais si on cumule 3, 4, 5 nuits, on peut plus s'entraîner, ou alors on se fait mal et on se blesse. Donc, je savais très bien que si je récupérais pas, si je dormais pas normalement, ou quasiment normalement, si j'avais pas le même rythme qu'avant de vie, quasiment, ça allait être compliqué d'être performant aux Jeux Olympiques. Ça, c'était une certitude. Donc là-dessus, ma compagne, elle a compris. Et puis, elle m'a permis de faire une année 2021 exceptionnelle. Ce qui n'aurait pas été le cas si elle m'avait dit, non, écoute, je mets pas ma vie de côté pour toi. Or, c'est ce qu'elle a fait là. Vous devez avoir un rythme soutenu parce qu'elle travaille. Toi aussi, tu as un emploi à côté. Comment vous arrivez à tout mener de front, justement? On fait comme tout le monde, on a pris une nounou, hein, parce que au final, moi, je m'entraîne 20-25 heures par semaine, plus les moments de récupération ou les moments, même comme aujourd'hui, une interview ou des moments où je dois être présent pour la représentation au département, à la ville de Metz, peu importe, partout où je suis invité en tant qu'athlète de haut niveau, ça fait partie de mon emploi du temps. Et si j'accumule tout ça avec l'entraînement, on monte à 40 heures par semaine de temps passé pour mon activité de sportif. C'est du temps auquel on pense pas forcément au premier abord, parce qu'on se dit, de toute façon, c'est l'entraînement. Ouais, mais l'entraînement, en gros, c'est 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Donc, sur une journée de 24 heures, c'est 4 heures. Il reste 20 heures, donc ça va. Mais en fait, il faut aller chez le kiné, il faut aller chez l'ostéo, il y a les rendez-vous médicaux, il y a les rendez-vous avec la presse. Et tout ça, en fait, quand on fait le total, ça fait beaucoup d'heures, en fait, passées pour son activité. Donc, on n'a pas eu le choix que de prendre une nounou. Ma compagne, elle est policière municipale à Voipy. Donc, elle a des postes des fois de nuit, des fois de jour. Moi, je peux m'arranger au niveau de l'entraînement, mais c'est assez limite quand même, parce que je peux pas tout le temps m'arranger sur l'entraînement. Il y a des jours où il faut s'entraîner à telles heures, etc., pour justement avoir un cycle cohérent. Donc, c'est là qu'on s'est dit, la nounou... Voilà, c'était incontournable. Donc l'établissement du planning, ça doit être serré, l'objet de discussion. C'est moi qui. Il y a une réunion le week-end pour. Non mais oui, c'est très très serré et des fois, même simplement aller chez le coiffeur, c'est compliqué parce que il faut tout penser en fait. Le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Où est maman? Où est papa? Voilà, ça complexifie tout. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un de très organisé, donc ça me gêne pas en fait. J'ai toujours fait mes plannings d'entraînement, de travail très longtemps à l'avance. Donc, je suis pas perturbé par ça. Mais c'est une gymnastique un peu supplémentaire. En plus de ta vie familiale et de ta carrière de sportif, tu étais conducteur de train chez VFLI et puis conseiller municipal
à Gandrange, donc c'est aussi d'autres activités Exactement. qui sont prenantes. Alors, ouais, je suis conducteur de train. Alors, la société a changé de nom, c'est devenu Captrain. J'ai un contrat d'insertion pour sportifs de haut niveau chez Captrain, donc je suis dégagé de mon temps de travail à 75%. En gros, je travaille 25% annualisé. Donc, ce qui me permet de pouvoir m'entraîner à temps plein toute la semaine et toute l'année et préparer les championnats sereinement. Donc là-dessus, ça va. Mon employeur comprend que je parte en stage, etc. Là, j'ai passé un petit cap supplémentaire puisque je suis encore conducteur de train, mais je suis aussi formateur d'entreprise, ce qui me plaît parce que j'ai envie de me diriger vers ce cursus-là. Donc ta reconversion, elle est déjà toute tracée. Tu sais déjà ce que tu feras dans la carrière. Oui, je pense, ouais. Je pense. Après, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus, comment dire, en ayant discuté avec mon employeur, très très ouvert à la discussion, un poste de formateur ponctuel, puisque c'est des formations ponctuelles qui durent 1 ou 2 jours pour former les conducteurs de train sur des locomotives. C'est ce qui s'imbrique le mieux avec mon emploi du temps de sportif professionnel. Conducteur de train, je crois que c'est un rêve d'enfant. Ouais. Tu rêvais de ça jeune. Tout à fait, ouais. Depuis que je suis tout petit, j'ai un peu fait comme tout le monde. J'ai été initié au train électrique par mon père, qui lui-même en faisait quand il était plus petit, donc une passion qui s'est un peu transmise. Et puis, quand j'ai grandi, je me suis dit, je vais en faire mon métier. Et j'ai fait les études parce que j'ai un bac STI en électrotechnique, puis en plus j'ai fait un BTS électrotechnique. Mais au moment du BTS, je commençais à lancer plus loin le marteau, donc ce rêve de conducteur de train, je l'ai mis un peu de côté. Jusqu'à 2014, où j'ai pu, j'ai envie de dire grâce, entre guillemets, grâce à ma suspension, en 2015, entamer une formation de conducteur de train, qui ensuite s'est traduit par un temps partiel. Donc finalement, aujourd'hui, je joins mes 2 rêves communs, c'est de conduire des trains et puis d'être sportif de haut niveau. Donc, tu arrives à concilier les deux. J'arrive à concilier les deux. Ce qui était a priori impossible quand je m'étais renseigné étant plus jeune. La SNCF a aussi des athlètes de haut niveau, mais ils n'ont aucun conducteur de train, parce qu'ils estiment que le métier de conducteur de train est incompatible avec celui de sportif de haut niveau. Mais si, c'est possible. Après, il faut que les gens soient motivés pour y aller, pour le faire, et puis ça a quelques contraintes, mais enfin, quand on est motivé, qu'on a envie de le faire, il n'y a pas de raison. Tu as une autre casquette, c'est celle de conseiller municipal à Gandrange, c'est la commune où tu résides et à laquelle tu es très attaché, donc ça te fait une responsabilité de plus. Pourquoi tu t'es investi dans la vie municipale ? C'est naturel pour moi en fait. Moi je suis né en Moselle, je suis né à Haillange, mais mes parents habitaient déjà à Gandrange, mes arrière-grands-parents habitaient déjà à Gandrange, donc on est là depuis des générations. Et moi j'ai été à l'école à Gandrange, j'ai fait du sport à Gandrange, j'ai grandi à Gandrange. Donc c'est une ville à laquelle je suis attaché. Ma famille s'est toujours beaucoup investie dans les associations gandrangeoises. Donc pour moi c'est quelque chose de très très naturel de m'investir dans la ville que j'aime. Et aujourd'hui, en 2012, j'ai pu racheter la maison de mes grands-parents à Gandrange. Donc c'est comme ça que j'y vis aujourd'hui, j'y suis toujours. J'ai eu des opportunités de partir, de me rapprocher de Metz. C'est vrai que ça aurait été plus facile pour s'entraîner, faut faire la route tous les jours. Mais pour rien au monde, je quitterais ma petite ville de Gandrange. Alors les gens souvent rigolent, disent le conseiller municipal de Gandrange. Ouais, mais c'est un attachement fort et je pense qu'aujourd'hui on manque peut-être de personnes plus jeunes comme moi qui sont attachées à leur ville, à leur petit village, à leur bourgade comme on dit aujourd'hui. Mais je pense que c'est vraiment important. Alors après, effectivement, ça prend un peu de temps, mais je le fais toujours avec passion, avec beaucoup de bienveillance pour faire au mieux possible pour défendre les intérêts de la ville. Et alors, je suis pas dans une position qui est simple, je suis à l'opposition. Donc, en plus, face à un maire qui nous mène vraiment la vie dure et qui est pas toujours très sympa. Mais voilà, on essaie d'être constructif, de pas toujours être dans la critique, même s'il y a des choses qu'il faut montrer, pointer du doigt. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce rôle-là parce que il y a des gens que je croise dans la ville qui m'ont connu, j'avais 2-3 ans, des gens qui m'ont porté dans leurs bras quand j'étais bébé et que je croise aujourd'hui. Je veux dire, c'est
au-delà de ma maison qui est ma bulle, qui est finalement ma bulle familiale, ma ville de Gandrange, c'est aussi mon microcosme, ma bulle, parce que partout où je me balade dans la ville, j'ai toujours une histoire à raconter sur quelque chose, sur une rue, parce que j'ai joué là quand j'étais gamin, parce que il s'est peut-être passé des événements à cet endroit, parce que voilà, je connais la dame qui habite là, c'est une copine à ma grand-mère. C'est tellement de choses en fait qui me raccrochent à ça, à cette ville, et à qui j'ai envie de rendre finalement tout ce qu'on m'a donné, parce qu'aujourd'hui, les gens me connaissent comme athlète de haut niveau, qui est finaliste olympique à Gandrange. Les gens sont très très fiers. Pour moi, comment dire, c'est énormément de reconnaissance. C'est presque la reconnaissance peut-être la plus importante pour moi aujourd'hui, parce que c'est des gens qui eux m'ont réellement vu grandir, qui m'ont réellement accompagné vers cette destinée-là finalement. Donc, je pense que je suis au plus proche des gens qui habitent Gandrange, des Gandrangeois, que je ne le serai jamais avec les gens des villes alentours, mais c'est normal. Je suis un enfant du pays, voilà, et je reste attaché à cette ville et je ne partirai pas. Il y a beaucoup de sportifs justement qui ont quitté leur région pour poursuivre leur entraînement ailleurs. Toi, c'est quelque chose d'inenvisageable. T'as jamais pensé à ça? Au-delà de Gandrange, moi, la Moselle, je suis extrêmement attaché à mon département. L'histoire du département, l'histoire de nos villes, de l'annexion, de tout ça. C'est des choses, moi je suis très attaché à ça, notre histoire mosellane. On connaît beaucoup l'athlète de haut niveau, on parle de moi en tant qu'athlète, mais je suis un passionné d'histoire, ça les gens ne le savent pas. Je lis énormément de choses sur l'histoire, je m'intéresse énormément à l'histoire. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est des passions que j'ai, qui sont des passions de territoire. L'attachement aux racines. Ah oui, l'attachement aux racines, clairement. Ouais. Ton fils Tobias vient d'avoir 1 an. Tu l'imagines où dans une vingtaine d'années, dans une aire de lancer de marteau, sur un terrain de foot ou ailleurs Moi, j'ai envie. C'est sûr que je serais un peu déçu forcément s'il essaye pas de lancer le marteau à un moment donné. Mais je pense que moi, ce que j'ai envie de lui, parce que ce que j'ai envie de le voir faire dans sa vie, c'est peu importe dans quel domaine c'est, qu'il puisse vraiment s'épanouir et s'éclater avec passion, que ce soit dans un métier, dans de la musique, peu importe, dans un sport, mais qu'il puisse vraiment se donner les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire, moi j'adore les gens avec qui j'ai le plus d'atomes crochus, c'est les gens qui mènent des projets de front, qui mettent tous les moyens dans la balance pour aller au bout de leur projet, que ce soit du sport, de la musique, des gens qui sont passionnés et habités par ça. Moi, ça me plaît. Mais peu importe le domaine, hein, ça peut être les études, un travail, mais peu importe le travail. Moi, j'ai énormément d'admiration pour les artisans. Et quand on voit des fois sur les journaux télévisés, des fois des reportages de gens qui reprennent des métiers qui n'existent plus, entre guillemets, je trouve ça génial. C'est des trucs. Si mon fils va dans cette voie-là, moi, je serais le plus heureux des papas. Mais c'est vrai que ce que j'aurais peut-être le plus de mal, c'est que finalement ils vivotent en fait. Alors j'ai rien contre les gens qui vivotent, mais c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ce que je suis en fait. Parce que tout ce que je le fais à fond. Et quand je me fixe un objectif, je veux aller au bout. Et je fais toujours tout pour aller au bout. Je mets tout ce qu'il faut pour aller au bout. Et Tobias, moi j'aimerais qu'il soit comme ça. Ça, je pense que ça serait une grande fierté pour moi, qu'il choisisse, voilà, qu'il ait une passion et qu'il me dise, voilà, moi je veux aller au bout de ça et moi je ferai le maximum pour l'aider à réaliser son rêve, quoi. Parce que finalement la vie c'est ça. Je pense que la vie elle a pas de, c'est très philosophique là, mais je pense que la vie sans objectif excitant comme ça, comme sans but, elle est un peu monotone. On dit souvent métro boulot dodo. Moi j'aimerais bien qu'il s'investisse dans quelque chose et qu'il le vive tous les jours, qu'il se lève le matin en disant voilà avec la banane et qu'il s'épanouisse dans sa vie du mieux possible. Donc, tu auras pris ta retraite sportive d'ici quelques années et que lui sera en âge de comprendre. Comment tu lui parleras
ta carrière d'athlète, des hauts que tu as pu connaître, ta médaille d'argent au championnat du monde, les bas avec la suspension pour dopage. Est-ce que tu as déjà un peu pensé à ça, à cette façon que tu... Effectivement, moi j'y ai déjà pensé et moi j'espère que, comment dire, il souffrira pas des mauvaises choses que j'ai pu faire, comme moi j'en souffre encore aujourd'hui. J'espère que, comment dire, que ça soit pas quelque chose qu'on lui raccroche dessus en disant que son père a été suspendu pour dopage. Moi, je fais le maximum aujourd'hui pour me racheter, voilà, pour prouver que je suis passé à autre chose et que c'était une erreur vraiment de jeunesse. Mais il y a des gens pour qui ça reste totalement ancré dans leur tête. Je dis pas que j'ai gâché ma vie, mais quelque part un peu quand même, quelque part un peu. Et plus les années passent et plus je me rends compte de ça en fait. En même temps, tu as montré que tu pouvais rebondir, tu fais beaucoup de pédagogie autour du dopage aujourd'hui. Oui, clairement. J'ai même écrit une partie de livre avec l'Agence mondiale antidopage. C'est pour dire que je m'investis. J'ai pas, justement, moi j'ai envie de parler de tout ça pour pas que des jeunes justement fassent la même erreur que moi. C'est vraiment, j'ai la sensation d'avoir une dette vis-à-vis de ça. Voilà. Donc tu as envie de préserver ton fils de ça. Ah oui, clairement. J'ai envie je lui expliquerai. Je pense qu'il comprendra comme beaucoup de monde ont compris, mais c'est clair que j'ai envie de le préserver de ça. J'ai pas envie qu'il paye peut-être pour les erreurs. Si jamais un jour il lance le marteau par exemple et qu'il fait du haut niveau, c'est certain qu'on va lui ressortir. C'est certain. C'est les gens là-dessus ont la dent dure. Mais moi j'ai pas envie que ça arrive. Même encore aujourd'hui, tu sens encore des jugements, des remarques. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, etc. Il y a des endroits où je suis pas invité ou des choses que je n'ai pas parce que j'ai été suspendu. Les gens qui me disent souvent faudrait punir les dopés à vie en ayant une suspension à vie. Moi aujourd'hui j'ai envie de leur dire mais vous inquiétez pas, je continue à payer, hein. Il n'y a pas de souci et jusqu'à la fin de mes jours je payerai. Peut-être un jour si j'habite une maison au fin fond de l'Écosse sur l'île de Skye, peut-être qu'on m'emmerdera plus avec ça, mais je pense que tant que je serai un peu investi dans le sport, tant que je serai une personnalité publique, entre guillemets, on me le rappellera toujours. Peu importe ce que je fasse. Peu importe. C'est ça, en fait, qui me touche le plus. C'est que des fois, j'ai l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau. C'est que même en m'investissant à fond, vraiment en étant de bonne foi à fond la caisse, ça marche pas. Et je suis impuissant face à ça, parce que changer ce que certains pensent, c'est compliqué. Et ça, ce qui est fou, c'est que les premières années après ma suspension, autant je le prenais à cœur, les insultes, voilà, mais aujourd'hui, ça me touche plus profondément. Parce que, justement, je me suis encore plus rendu compte de la connerie que j'ai faite, et que finalement, je me rends compte que je vais la payer encore très longtemps. Et c'est ça qui est dur. Et moi comme je suis quelqu'un de projet, j'adore... voilà, moi quand je m'acharne sur quelque chose, j'y vais, je vais chercher les leviers pour bouger les choses, pour aller au bout des projets. Mais là, en fait, je me rends compte que je suis face à quelque chose sur lequel je suis impuissant. Ça, je déteste. C'est-à-dire que j'ai beau faire tout ce que je veux, je pourrais faire des conférences tous les jours, je pourrais être tous les jours dans des écoles, je pourrais écrire des livres sur le dopage, comme quoi c'est pas bien, etc. Bah, ça changerait rien. Alors, ça change un petit peu, mais quand même pas beaucoup. Parce que pour des gens, quelqu'un qui s'est dopé, c'est un dopé à vie. Et ça, c'est triste. Parce que c'est comme si un mec qui passait devant un radar et qui se faisait flasher, c'était un chauffard tout le reste de sa vie. Moi, j'estime que, je dis pas ça parce que je suis dans ce cas-là, mais je suis comme ça naturellement. J'estime qu'on peut changer à un moment donné, qu'on peut se rendre compte d'une bêtise qu'on a faite. Puis au-delà de ça, je me dis aussi que j'ai tué personne. Mais quand même, le fait que presque 10 ans maintenant, après cette histoire, on me le rappelle encore. Donc on me met encore... et puis, il faut pas se leurrer. Je fais des médailles internationales en termes de... Moi, j'ai rien à cacher là-dessus. En termes de finances, en termes de recettes financières. J'ai beaucoup moins que ce que je devrais avoir en étant
en étant athlète à ce niveau-là. J'ai beaucoup moins. Pourquoi? Parce que j'ai été suspendu pour dopage. C'est-à-dire que les marques sont exactement pas trop enclines à sponsoriser. Elles le font, mais bon, un peu comme ça, quoi. Alors, je suis très content. Il y a pas de. Heureusement, je le fais pas pour l'argent. Mais il n'empêche que quand je fais le calcul pour ma place de vice-champion du monde, même 5e au jeu, ce que je gagne, je vais pas me plaindre. Je peux vivre quasiment de ça. C'est bien. Mais en réalité, quand je compare les autres athlètes qui ont le même niveau que moi, mais ils ont des revenus bien supérieurs, multipliés par 10 ou par 15. C'est pas juste un peu moins. Donc après, quand on c'est la double peine. C'est la double peine, et quand on me ressort le couplet du oui, quand t'étais dopé, t'es monté sur des podiums, t'as volé de l'argent à des autres athlètes, etc. Peut-être, et encore pas beaucoup, parce que bon, à 20 ans, j'étais sur aucun podium international. Mais quand je vois aujourd'hui, depuis 6 ans, ce que j'ai perdu, je me dis c'est bon, j'ai payé, quoi. Le truc, c'est que cette situation, elle ne changera pas jusqu'à la fin de ma carrière. Donc, heureusement, je le fais pas pour l'argent, parce que j'adore mon sport et j'adore ce que je fais. Mais quelque part, je me dis, putain, on me lâche pas sur le côté psychologique, c'est-à-dire, t'es un dopé, tu le resteras à vie, malgré quoi que je fasse. De l'autre côté, en termes de finances, j'ai beaucoup moins, parce que les gens veulent pas sponsoriser un athlète qui s'est fait contrôler positif, même si j'ai une meilleure image aujourd'hui, ça va quand même. Il y a des gens qui me soutiennent, j'ai pas de souci avec ça. Mais je vois bien que c'est beaucoup moins que si j'avais jamais été contrôlé positif. Et puis de l'autre côté, il y a un autre aspect sur lequel je pense des fois, c'est que là, en l'espace d'un mois, il y a 4 lanceurs de marteau qui sont morts à 60 ans, des soviétiques, voilà, qui ont pris aussi des produits dopants. Donc peut-être qu'un jour je payerai aussi de ce côté-là, pour avoir pris des produits dopants qui sont pas bons pour la santé. Peut-être qu'un jour je me retrouverai avec un cancer. Et là, je demanderai, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que j'ai assez payé maintenant? Je suis même pas sûr que ça suffise. C'est ça qui me rend fou, en fait. C'est que je suis impuissant face à ça, malgré tout ce que je peux faire. Tu as pris la 5e place aux Jeux de Tokyo l'été dernier. Le rêve ultime pour toi, c'est d'être sacré champion olympique en 2024 au Stade de France devant ta femme, ton fils et puis tes parents qui sont aussi très proches. Ouais, ouais, là aujourd'hui, moi je suis dans une position où tous les ans je suis dans le top 5-6 des meilleurs mondiaux, et ça se joue toujours à un mouchoir de poche. Après, le niveau est quand même assez costaud, hein. C'est le podium le plus relevé de l'histoire du lancer de marteau. Donc, mais je suis le wagon quand même, parce que voilà, en 2019, je suis vice-champion du monde avec 78 mètres. Là, je suis 5e au jeu avec 79 mètres 39. Donc, je progresse. J'ai battu mon record. J'ai battu le record de Lorraine Grand Est cette année, qui datait de 92. Donc, voilà, les choses progressent, vont dans le bon sens quand même. Donc, oui, effectivement, être champion olympique à Paris, ça serait une grosse consécration. Mais de l'autre côté, ça me fait peur un peu aussi quand même. Justement, par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que plus je suis bon, plus ça me fait plaisir. Mais plus je suis bon et plus je lance loin, et plus ça énerve ceux qui doutent. Et c'est dur, ça. Parce que mon record, avant, c'était 78 mètres 58. Cette année, j'ai fait 79 mètres 70. Les gens qui connaissent pas ce que je fais et l'histoire du sport, le mec, il fait 78-58 dopé, il fait 79-70 et il dit qu'il est pas dopé. Il y a quand même un problème. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'avais fait 82 mètres à l'entraînement à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, je fais 80 mètres 00 à l'entraînement. Sur un très bon jour. Donc, il me manque encore 2 mètres après 6 ans de travail acharné, quoi. Donc, ça, c'est un truc qui me fait peur aussi, parce que, quelque part, lancer plus loin, j'ai envie, je sens que j'en suis capable, j'arrive dans mes meilleures années. Il faut aussi dire que le marteau, c'est un sport où on arrive à maturité à 30 ans, donc j'arrive dans les meilleures années. C'est pour ça aussi que je bats mon record. Parce que, voilà, quand je me suis fait contrôler positif, j'avais 20 ans. Donc, j'étais pas du tout encore en maturité, ni technique, ni physique, ni rien du tout. Donc, depuis, il y a eu presque 10 ans pour travailler, pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc, moi, le record 79 mètres 110, je peux l'expliquer facilement. Mais j'ai pas la place dans le journal pour m'expliquer, enfin, dans les journaux, pas dans le Républicain Lorrain, parce que il y a eu un suivi de mon histoire depuis 2016. C'est un journal local, donc les gens s'intéressent à ça. Mais dans les journaux nationaux,
l'équipe, etc. C'est plus compliqué de raconter ça, de dire pourquoi, finalement, je fais 78-58 en 2014, et qu'en 2021, je fais 79 mètres 70. Les gens ne comprennent pas. Moi, je peux me mettre à la place des gens. Et de l'autre côté, je sais que si, par exemple, l'année prochaine, je fais 80 mètres, ou 81 mètres, ou 82 en 2024, les gens vont se dire, mais c'est un truc de fou, c'est pas possible, on nous marche sur la tête, quoi. Moi, j'aimerais bien l'expliquer, ça. C'est quand même pas évident. Parce que quelque part, ça fait peur. Moi, je sais ce qui m'a manqué à l'époque pour lancer plus loin. Aujourd'hui, je sais ce qui me fait lancer plus loin. Je peux l'expliquer de 1000 manières possibles, avec 1000 raisons. Mais c'est surtout les progrès techniques aussi, avec progrès Pierre Basel. Exactement. Je m'entraîne différemment, je mange différemment, je récupère différemment, je lance différemment, je lance beaucoup mieux aujourd'hui techniquement. Il y a tellement de choses. Puis j'arrive à un âge de maturité, donc je contrôle tout ce que je fais, je me blesse quasiment plus. C'est tout ça, en fait, qui fait la performance. C'est la maturité psychologique, technique et physique. Toi, tu as une progression plutôt linéaire ces dernières années. Ben oui, depuis 2016, je prends 1 mètre par an. 2016, 76 mètres, ensuite 2017, 77, 78. Il y a eu le Covid, là, 79. Donc, c'est pas comme si je faisais 83 une année et puis 76 l'autre année. Là, effectivement, c'est bizarre. Mais je sais sur quoi m'appuyer chaque année pour progresser, etc. Donc, en soi, je doute pas d'être meilleur l'année prochaine, l'année d'après, et peut-être en 2024, pour aller à chercher une médaille olympique. Mais finalement, enfin, c'est pas finalement, mais je sais que je dois travailler là-dessus, hein. Donc je travaille avec un psychologue là-dessus quand même, parce que c'est preuve aussi que ce que j'ai fait, le dopage, m'a quand même, comment dire, psychologiquement, ça laisse quand même des traces, quoi. Donc ta plus grande victoire, ce serait de réussir à mettre de côté justement tous ceux qui doutent et qui jettent la suspicion sur tes performances. J'y arrive déjà mieux, parce que j'arrive à m'exprimer cette année. Je me suis très bien exprimé en compétition. Parce qu'ils sont minoritaires, c'est pas une majorité. Non, ils sont minoritaires quand même. Mais comment dire, ça touche malgré tout. Ça touche parce que quand on met vraiment beaucoup de bonne foi à l'œuvre et beaucoup de bonne volonté, le fait que les gens y croient pas, c'est dur en fait. Parce que la route a été longue depuis 2016, depuis mon retour en compétition. J'ai dû en faire des choses, des efforts à éprouver ma bonne foi, à éprouver des choses. Et quelque part, j'y laisse des plumes. Je dis pas que je vais sortir amer de ma carrière. Pas du tout, je pense pas, parce que je vis avec passion ce que je fais tous les jours et ça me plaît. Et voilà, mais... Il y aura une forme de soulagement. Ouais, je pense. Mais c'est ce qui me fait peur aussi d'un autre côté. Parce que j'ai pas envie d'arrêter. Ça me plaît trop. Mais de l'autre côté, il y a des choses qui me plaisent plus du tout. Comme ça, en fait. Vivre comme ça avec des gens qui nous insultent. C'est pas une fois. C'est pas comme ça. Je sais par rapport à pourquoi ils font ça. Et je sais que ça s'arrêtera pas. Et quelque part, c'est un poids quand même. Alors j'essaye de me détacher de ce poids. Je vois un préparateur mental, etc. Et j'essaye de faire le maximum, mais quand même, ça laisse des traces. Donc je sortirai jamais de ma vie amère de ma carrière. Je serai toujours passionné par le marteau et j'espère même coacher peut-être un peu plus tard. Je serai toujours investi là-dedans. Ça me plaît beaucoup trop. Mais quand même, c'est ce qui me fait peur en fait. C'est quelque part, j'aurais quand même voilà, c'est cette petite chose en moi qui me fera dire, j'ai peut-être pas profité à fond de tout ça. C'était mon stade à moi avec Quentin Bigot interrogé par Fabien Surmon. Pour retrouver tous les épisodes dès leur parution, abonnez-vous gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas non plus à nous laisser des petites étoiles et des commentaires. Et à bientôt sur un autre stade.